Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 8e numéro du Bistrot d'Alain LOSC, saison 3, une émission durant laquelle nous débrieferons dans un premier temps le match contre Lorient. Alors, nous avons appelé ça Lorient, la parole est à la défense. Et dans un deuxième temps, nous évoquerons le prochain rendez-vous du LOSC, le derby. Le LOSC en challenger, on expliquera, on commentera, on débattra. C'est une émission, le Bistrot de LOSC, qui est pour les supporters, réalisée par les supporters du LOSC et qui est diffusée tous les mardis soirs en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Allez le LOSC ainsi que sur le groupe Allez le LOSC. Elle sera diffusée en replay sur notre page YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Le Bistrot d'Allez le LOSC, un endroit où on retrouve tous les supporters, que ce soit parmi les piliers présents ce soir, que je vais vous présenter tout de suite, mais également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez intervenir en direct sur la page Facebook et nous retiendrons vos commentaires. Alors, avant de vous présenter notre invité que vous ne pouvez pas, qui ne peut pas vous échapper en fait dans la petite mosaïque sur l'écran. Donc, je vais vous présenter les piliers présents ce soir. Donc, on a Christophe C, donc, qui nous a rejoint ce mardi. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir à tous et bonsoir Pascal, en couleur de Calais. Nous avons également Julien des DDP qui a un magnifique maillot derrière lui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à Pascal aux couleurs du Mans. Et nous avons également Christophe D, qui va devoir faire preuve de beaucoup d'originalité pour présenter Pascal. Moi, je veux dire bonsoir à toutes et tous et bonsoir à Pascal. Les couleurs, je sais pas, j'arrive pas à les voir. C'est trop fort, trop fort. Voilà, il est avec nous ce soir, vous le reconnaissez, donc il est déjà venu au Bistrot de LOSC il y a 2 ans, dans des circonstances qui étaient sportivement très heureuses pour le LOSC. Il était même revenu après pour faire le débrief. C'est Pascal, donc supporter de Lens, qui est venu. Alors sa vignette n'est pas un viol oculaire, hein, il est bien présent, en tout cas il affiche clairement ses couleurs. Bonsoir Pascal, comment vas-tu? Salut tout le monde, merci de m'accueillir. Alors, je suis désolé, hein, mais pour les couleurs, on connaît que 2 couleurs, hein, le rouge et le jaune, et on connaît 3 lettres, R, C et L. Mais écoute, on note cette information et on espère que tu vas apprendre les 23 autres lettres de l'alphabet pour pouvoir avoir des échanges un peu plus intéressants pendant la durée de cette émission. Ça devrait. LRC, LRC, SLA. Alors, tu ne le sais peut-être pas, Pascal, mais nous avons une tradition dans cette émission. Ça s'appelle la question à la con. Alors, c'est une question qu'on pose à nos invités, à laquelle ils ne sont pas obligés de répondre, mais pour l'instant, ils ont tous répondu à la question. Donc, je crois savoir que tu as créé, en tout cas, tu as participé à la constitution du CRAB. Le CRAB, ça s'appelle le Comité pour le retour de l'ambiance à Bollaert. Ça veut dire que l'ambiance était partie à un moment ? Non, c'est pas ça. C'est en fait le CRAB en fait a vu le jour en 97 suite à l'instauration des places assises en fait au stade en vue de la Coupe du Monde. Et en fait, on a immédiatement vu le danger que ça pouvait représenter pour l'ambiance. On passait d'une tribune de 10 000 mecs debout à une tribune de 4 000 sièges. Et en fait, on s'est tout de suite mobilisé pour revenir à une tribune debout. Et ça a vu le jour donc en 97. Et en 2002, j'ai commencé à monter un dossier s'inspirant de ce qui s'était fait en Allemagne en vue de la Coupe du Monde 2006. Et c'est un combat de 16 ans pour déboucher en 2018 enfin à la suppression des sièges en tribune Tony Marek et pour revenir, on va dire, aux terrasses, comme ils disent en Angleterre, quoi. Donc les tribunes debout. Alors, une question à la con, mais une réponse très pertinente en tout cas. Je vous propose de passer tout de suite à la première partie de cette émission. Lorient-Lille, la parole est à la défense. Donc, on va revenir sur le match de Lorient, donc une défaite 2-1. Alors, je vais vous donner les statistiques. Baptiste, qu'on attend, il devrait arriver dans la deuxième partie de l'émission, n'est pas là, donc je vais faire son job, je vais prendre l'image de Monsieur Big Data. Quelques retours sur les stats.
Donc, 2 buts à 1. On a 7 tirs pour Lorient, 20 pour le LOSC. 4 tirs cadrés pour Lorient, 4 tirs cadrés pour le LOSC. 37% de possession pour Lorient, 63% pour le LOSC, 326 passes et 516 pour le LOSC. Ensuite, 13 fautes contre 14, un carton jaune à 3, un carton rouge à 0, 0 hors-jeu pour Lorient, 1 pour le LOSC, pas de corner pour Lorient, 14 pour le LOSC. Quel est votre sentiment sur ce match, en sachant qu'après, on reviendra sur les tops et les flops, et dans une troisième partie, on reviendra sur le fait marquant du match, qui est l'expulsion du Lorientais. Alors, qui veut commencer? Julien, je te vois extrêmement dubitatif. Non, mais les corners, c'est un sujet que je voulais aborder sur ce match. Donc, c'est intéressant parce que pour moi, c'est symptomatique des maux du LOSC actuellement. La grande majorité des corners ont été tirés en première mi-temps. La grande majorité, peut-être même tous, par Ounas. Et on voit bien qu'il s'évertuait à les tirer au premier poteau. Et il ne s'est rien passé au premier poteau. Donc, c'est un truc de fou. Tu vois qu'apparemment, c'est censé être travaillé. Et il ne se passe strictement rien. Ce qui m'amène à une analyse plus globale, puisque c'est ta question, c'est toujours ta première question. Moi, j'ai vu une équipe lorientaise mieux préparée, une équipe lorientaise plus costaud physiquement, en tout cas avec plus de joueurs qui sont capables de vitesse. Et nous, ça nous manque terriblement quand on pense sur ce match à Jonas Martin en première mi-temps. Heureusement qu'il a fait qu'une première mi-temps. Et à Fonté, par exemple. Et on pourrait même citer Ismaili. Et on pourrait même citer, à la limite, André sur certaines courses, même s'il a un gros coup de rein pour aller dans les jambes sur les courses. Je trouve que c'est lent cette saison. Et des joueurs de Lille, pas forcément très inspirés, qui comptaient beaucoup sur le génie d'Ounas, sur des dribbles venus un peu de nulle part pour s'en sortir. Et à côté de ça, j'ai vu un Lorient solidaire, un Lorient très compact en défense, une équipe de guerriers. Et l'image qui me reste et qui m'a le plus marqué, c'est cet arrêt de jeu en fin de première mi-temps où tous les joueurs, je crois qu'il n'y a que le gardien qui ne vient pas, et encore, je ne suis même pas sûr, tous les joueurs qui viennent autour de Lebris pour écouter les consignes, très attentifs, dialoguer entre eux. Et là, tu vois une notion de solidarité dans cette équipe que je n'ai pas vue du côté de Lille. Et s'il faut aller un peu plus loin, quand je dis que défensivement, ils ont joué compact, ce n'est pas le cas de Lille. On voyait des espaces entre les 4 défenseurs et les milieux qui étaient béants. Et ce n'est pas étonnant, c'est pas étonnant qu'il y ait eu de la place. Et pourtant, et c'est ça qui est bizarre dans ce match, Lorient n'a pas profité tant que ça, quoi. Parce que y a ce but en première, il y a ce but en fin de match, et heureusement que Chevalier par moment fait des beaux arrêts, même si sur le premier but il n'est pas exempt de tout reproche. Donc voilà, un match bizarre. Moi je suis toujours pas très convaincu par notre façon de jouer, et j'ai été plutôt convaincu, du moins par l'état d'esprit de Lorient. J'aimerais qu'on ait cet état d'esprit-là. Voilà. Christophe C., je te vois pensif. Tu es du même avis? Tu es aussi sévère que Julien? Quel est ton état d'esprit sur ce match? J'étais très inquiet avant de voir le match. Je ne l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en replay hier soir. Je me suis dit, je vais me taper une purge. Finalement, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai vu un match où, sur le bilan, je suis assez d'accord avec Julien, mais moi, ce que j'ai vu surtout, c'est les problèmes qu'on a depuis le début de saison. On les retrouve dans ce match, mais x2, quoi. On voit qu'on a des joueurs qui sont en manque total de physique, notamment les défenseurs. Et c'est vraiment le point depuis le début de la saison qu'on met en avant toutes les semaines. Notre coach, pour l'instant, n'a pas trouvé la solution. Nos joueurs, je crois qu'ils ne la trouveront jamais eux-mêmes. Ça viendra pas d'eux, je crois pas. On peut reprendre la défense centrale qui est jamais 2 fois la même. Ça, c'est pas forcément de leur fait. Mais voilà, encore une fois, c'était pas la même défense centrale. Diakité sur la droite, ça fonctionnera jamais. Comme Diallo à gauche, ça ne fonctionnait pas. Et là, cette année, on nous évite ça. Ismaili qui monte beaucoup, il n'y a jamais de compensation derrière. Enfin voilà, les milieux qui redescendent pas. Je pense que la ligne de défense est la ligne où il y a eu le plus de changements cette année. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là où on n'y arrivera pas cette année à remettre ça en place, à remettre des schémas qui fonctionnent en défense, à remettre une équipe cohérente, une défense cohérente.
Et ça, c'est navrant. Mais sinon, j'ai vu des choses quand même offensivement qui étaient plutôt pas mal. Alors, la première était un peu plus triste. Alors après, la deuxième, c'est difficile de la juger parce qu'avec le carton rouge, c'est compliqué. Comme à chaque fois, on domine quand on joue contre une équipe à 10, forcément. Mais on domine, mais finalement, qu'est-ce qu'on retient? Ben, on a encore une fois perdu. Et voilà. On n'a pas su faire l'effort pour dire de se mettre dans une position où on peut encore prendre un point et voilà, on tente parce qu'on se sent plus fort. On se sent plus fort. On a un coach qui, à mon avis, fait passer un discours comme ça où il se sent très fort et finalement encore on prend un but qui est pas un but de casquette, hein, qui est un beau but. Donc, alors c'est vrai qu'ils en ont qu'une, quasiment en deuxième, mais voilà, et eux, ils la marquent et pas nous. Alors, Christophe D, avant de te passer la parole, il y a beaucoup de réactions déjà sur les réseaux sociaux. Donc, José qui dit bonjour à Pascal, supporter de Perpignan. Donc, je crois qu'on aura fait le tour, hein. Donc, Fabien, bonsoir à tous, même aux supporters lensois. On a Charles, comment défendre notre défense? Des stats comme contre Nice. Ensuite, on a pourquoi Alessandro ne joue plus, quelqu'un a des infos. Diallo, c'est pas possible, même en défense centrale, c'est compliqué. Bamba fantomatique, mise à part la passe décisive, donc c'est Charles. Olivier contre Nice, Lorient et Nantes, à chaque fois les gens disent pourquoi on n'a pas gagné, je ne crois pas au hasard. Et donc, Fabien qui répond sur Alexandro, il paye encore son match contre Paris. Alors, C'est ce que Christophe, j'allais dire, hein. J'allais dire, il suffit d'avoir vu ses premiers matchs, hein. Tu vois quand même qu'entre entre la D2, D3 portugaise et la Ligue 1, il y a un sacré fossé et il a quand même eu vachement de mal sur les premiers matchs. Du moins, si c'est un monstre physique, tactiquement et techniquement, c'était compliqué. Donc, moi, je ne suis pas si surpris que ça qu'on ne le revoit pas tout de suite. Christophe, Christophe D, donc ce match, qu'en penses-tu? Alors, je voudrais revenir sur une statistique quand même qui est, alors, je ne veux pas m'enorgueillir ou m'exclamer devant la possession de balle, hein. Vous connaissez mon avis sur les statistiques à la Fonseca, le Jogo Bonito. Moi, j'ai toujours préféré les Punto Bonito, comme on dit souvent, hein. Donc, on a mais deux chiffres qui me paraissent vraiment très marquants de la situation de ce match. Lorient, 7 tirs, 4 tirs cadrés. Lille, 20 tirs, 4 tirs cadrés. Ça veut dire que l'efficacité lilloise devant et derrière n'était pas au rendez-vous. Est-ce que c'est ça la clé des matchs de Lille en ce début de saison, Christophe? Non, oui, l'efficacité, c'est vrai, mais elle est des deux côtés, enfin, devant et derrière. Hmm. On parlait tout à l'heure de la défense. Je pense que plus les matchs avancent, plus je me dis que Fonte fait sa saison de trop. On n'a pas le gars sur derrière. Et il faut le patron de la défense, il est plus là. Enfin, pour moi, il est plus là. Donc, il a du mal à faire jouer le joueur qui est à côté de lui aussi, parce que comment commander une défense lorsqu'on est un peu à la rue soi-même. Donc ça, c'est vraiment le gros problème de derrière. En plus, le liant avec les milieux, on a du mal à le trouver. C'est-à-dire que on n'a pas cette transition qu'on a pu avoir avant. On prend beaucoup plus de temps à monter le ballon. Ça, c'est un choix, hein. On veut jouer beaucoup plus avec le ballon. Mais c'est systématique. Alors, systématiquement, on se prive des solutions en direct. Bon, après, pourquoi pas, hein. Mais je vois que l'orienté qui choisit solutions directes régulièrement, les Lensois aussi d'ailleurs, sont beaucoup plus efficaces parce que il faut plus alterner le jeu, quoi. On n'alterne pas assez le jeu. Alors, on n'est pas sûr derrière. On essaye d'avoir une équipe qui soit un rouleau compresseur, sauf que dès qu'on se prend un contre, on est en danger. Donc, l'équilibre, là, il n'est pas bon du tout, quoi. Et il y a vraiment un gros souci à ce niveau-là. Et puis, la défense, elle doit avoir 27 ou 28 ans de moyenne d'âge, mais avec deux gars assez âgés et deux gars très jeunes. C'est compliqué, quoi. Et on n'a pas un équilibre terrible. Et bon, je trouve que il faut vraiment que. Je ne sais pas comment on pourrait le trouver, hein, comme dit Christophe, hein. Je ne sais pas si on va réussir à le trouver cette année. Moi, le vrai problème, c'est que je pense que c'est Fonte qu'il faudrait changer. Et on n'a personne pour changer dans l'effectif. Donc, à moins de refaire redescendre André, comme ça avait été essayé par Gourvenec. Mais c'est assez indémerdable. Et on a essayé la défense à 5 pour essayer de le mettre en confort. Ça n'a pas marché terrible non plus. Donc, je ne vois pas trop de solutions à court terme, c'est-à-dire avant le mercato d'hier, quoi, pour trouver une solution en défense. Je ne vois pas trop. Pascal,
c'est pas la peine de prendre des notes. Alors, je ne sais pas si Franck Hez regarde toutes les semaines le bistrot d'Alain Losc, mais je pense qu'il a dû regarder les matchs du club. Donc, les informations qu'on donnait lors des différentes interventions, je pense que vous en êtes parfaitement informés. Comment toi, alors je ne sais pas, tu as peut-être vu le match contre Lorient ou pas vraiment? Non, j'ai vu le Ouais, résumé simplement. voilà. Et de l'extérieur, comment tu expliques ce début de saison mitigé du LOSC par rapport justement aux résultats, comment dirais plutôt En fait, satisfaisants du RC Lens? alors vu de l'extérieur, hein, bon, très honnêtement, je m'intéresse assez peu, on va dire, aux autres équipes. Mais bon, forcément, on a un petit œil particulier sur nos voisins. En fait, on sera une équipe coupée en deux, en fait, entre voilà un milieu et une attaque qui est au niveau et une défense effectivement qui pêche. Et je pense que c'est la base en fait. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une équipe qui va se livrer complètement si elle peut pas faire confiance, je dirais, en sa défense. Et la défense peut pas se livrer si elle a pas confiance en son gardien. Donc c'est un tout, quoi. Je pense que voilà, en premier lieu, j'essaie de retrouver voilà une stabilité défensive et une imperméabilité, je dirais, du rideau défensif. Et puis partant de là, on pourra repartir sur des bases un peu plus saines, quoi. Je pense que les milieux, voilà, ont pas tendance à vouloir se lâcher s'ils savent que derrière la défense peut prendre l'eau, quoi. On a besoin d'avoir des mecs qui tiennent la baraque. Donc, finalement, c'est un peu ce que disait je ne sais plus qui tout à l'heure, c'est effectivement un manque de lien finalement entre les lignes et qui empêche finalement un investissement. Et ce fameux jeu en mouvement que prône Fonseca, d'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai remarqué que sur ce match de Lorient, notamment, il y avait beaucoup d'actions individuelles offensives. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous joignez mon analyse, mais pas beaucoup de mouvement finalement devant. Est-ce que justement, on ne commence pas à jouer avec le frein à main par rapport aux craintes d'un contre suite à un ballon perdu au milieu de terrain? Comment vous analysez? Est-ce que finalement, ce jeu de Fonseca qui peut se résumer un peu comme le dit Life sur le forum, comme prendre des buts, pourquoi pas, mais en marquer un de plus, bah finalement, on ne se fait pas prendre à notre propre piège parce que marquer un but de plus qu'un but encaissé, ça reste possible. Là, en moyenne, on est à 2 buts par match encaissé. Ça veut dire que pour gagner des matchs, il faut en mettre 3. Est-ce qu'à un moment, justement, on ne va pas jouer avec ce frein à main et ce qui fait qu'on va se retrouver dans des situations un peu compliquées? Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Moi, je veux bien parce que sur la première mi-temps, tu peux faire tout ce que tu veux. On a ce problème défensif, mais on a aussi un gros problème de justesse technique. À partir du moment où tu ne joues pas juste, tu peux pas te créer d'occasion véritable. Tu peux pas t'ouvrir le but. Voilà, chaque action était conclue par une erreur technique. Et la deuxième mi-temps est différente. On a un joueur comme Kabela qui rentre, qui apporte un plus. On a Ounas qui est là, qui a toujours sa technique. C'est le seul en première mi-temps qui existait sur ce point-là. Mais voilà, c'est pas la même chose parce qu'en plus tu joues à 11 contre 10, donc je suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse là. J'ai vraiment vu un problème offensif lié surtout à un manque de justesse technique. Après, la volonté y était, contrairement à l'année dernière, donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a rien à redire, mais vraiment de la justesse. Il nous faut de la justesse et tu peux conclure des attaques, tu peux conclure, mais voilà, il faut de la justesse. Si tu frappes, si tu es mauvais techniquement, tu vas tuer du public. C'est à peu près tout ce que tu vas faire. Et c'est ce qu'on a fait ce week-end encore. Et c'est vrai que 20 tirs, 4 cadrés, les pigeons du Mmh. stade de Lorient ont eu très peur Voilà. dimanche après-midi. Des réactions sur les réseaux sociaux, on a Live qui relativise en disant on a tapé un poteau et une barre. Fabien qui n'est pas convaincu par la filière clermontoise de l'étang, Bayo et Zelatka. Et Anthony, pourquoi ne pas faire revenir Debuchy? Même à son âge, il serait plus solide que les 3 quarts des défenseurs. Ça nous permet, on parle des situations de joueurs individuels, on va pouvoir passer au top et au flop. Alors, qui veut commencer, Julien? J'ai décidé Qui d'être veut directif commencer, ce soir. Julien? J'ai Waouh. décidé d'être directif ce soir. Je suis en grande forme. Alors, Julien, est-ce que Ok, tu veux commencer? ouais, ok. Les flops, Jonas Martin en 1, évidemment. Gros manque de rythme. Alors, c'est pour ça que je veux pas le condamner. C'est compliqué pour lui. Il a besoin de rythme, donc il a besoin de jouer.
mais Dieu qu'il est lent, qu'est-ce qu'il a du mal à bien se positionner. Et ouais, quel manque de coup de rein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore de la préparation athlétique à avoir avant de jouer quand tu es si loin du compte? Parce qu'il m'est vraiment apparu très, très loin du compte. Ensuite, je ferai un gros paquet Ismaili, Diakité, Diallo, José Fonté, Zedatka, c'est-à-dire 100% des défenseurs qui ont été mais d'une médiocrité mais affligeante, c'est-à-dire que tu as quand même un Diakité qui est à la limite du naufrage et qui est remplacé par Zedatka qui arrive à faire pire. Donc c'est quand même, on est dans un niveau de délire qui est complètement dingue. Et en flop, je mettrai aussi Jonathan David pour cette occasion à la 30e qui rate. Il est tout seul au 16-50. Elle est vraiment pas très dure. Et il met un ballon qui est cadré, mais qui est trop cadré, justement. S'il vise un peu plus le poteau, il marque. Et c'est pas du tout le même match. On rentre à un partout à la mi-temps et c'est plus pareil. Donc, et son influence dans le jeu, hormis le but, a quand même pas été énormissime. En top, on citera Ounas, on est obligé parce qu'il est plus vif, il est plus rapide et il donne beaucoup, mais en même temps, putain, en première, il y a 2-3 mauvais choix par trop d'individualisme, donc j'étais à la limite de le mettre en flop pour cette raison-là, pour dire, putain, garçon, en début de saison, tu m'as fait rêver parce que tu avais de la technique, tu driblais un mec et tu donnais le ballon, et puis là, tu essayes plutôt d'en dribbler 2-3 et de faire l'exploit individuel, mais c'est aussi parce qu'on galère. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas suffisamment de mouvement, c'est ce que je disais tout à l'heure autour de lui. Ouais, mais après, quand tu reprends la première, il a quand même une solution à gauche là quand il rate sa frappe après avoir dribblé 3 joueurs, je sais plus qui était à gauche et qui lui dit d'ailleurs, mais j'étais là tout seul, peut-être Bamba d'ailleurs. Angel Gomez qui fait un bon match, que ce soit la première ou la deuxième, alors qu'il est replacé, il était là et Dieu sait, vous le savez, si j'y croyais pas l'an dernier. Et puis simplement, pas parce qu'il a été brillant, mais parce qu'on voit bien que c'est pas exactement la même équipe quand il est là. Cabella, ça faisait un mois qu'il n'avait pas joué. Et même s'il n'a pas été décisif, il y a un avec et sans Cabella. Il sera là au derby. On peut peut-être espérer qu'il soit titulaire et que ce ne soit pas exactement la même équipe qu'on voit sur le terrain. Je t'ai passé la parole en premier parce que je savais que tu avais des choses à dire. Est-ce que Christophe sait, est-ce qu'il t'a laissé des arguments pour sa liste des tops et des flops? Il a cité à peu près tout le monde, donc ça va être compliqué. Après, je vais en citer quelques-uns parce que je suis assez d'accord avec lui. Ismaili, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup offensivement, mais il doit être aussi capable à son âge, parce que je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais 32 ans, il doit être capable aussi d'imprimer une chose, c'est que voilà, les montées incessantes, c'est bien, mais il a fait que ça tout le match et il y a des gros trous dans son dos. À un moment donné, il faut savoir aussi jouer à son poste et son poste, c'est vraiment défenseur. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Il faut aussi savoir lui dire à ce garçon s'il n'est pas capable de le faire de lui-même. Le problème, c'est qu'il joue souvent de l'autre côté du coach. Donc, le message passe pas très clairement, visiblement. Il faut qu'on trouve une solution côté droit. Il n'y a pas que Fonte. Le côté droit, comme l'a dit Julien, est catastrophique. On n'a pas de solution. Que ce soit Diakité, visiblement, il n'est pas fait pour ce poste. Je le disais tout à l'heure. Moi, je le trouve mauvais à ce poste-là. Et puis notre ami Clermontois, il a le niveau de Clermont, mais voilà, pas plus, quoi. Je rappelle que Clermont est juste derrière nous au classement. Oui, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Oui, bah oui, mais on a la défense de Clermont, donc voilà. Je suis désolé, mais on peut pas être un prétendant en Europe en ayant une défense de ce niveau-là et des latéraux de ce niveau-là. Le football moderne, c'est les latéraux. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Donc, pour Anthony, top Ounas et Angel. Pour Leif, top Ounas, flop Zelatka et Martin. Anthony, flop la défense et Bamba. Fabien, flop Fonseca. Il n'a pas réussi à contrecarrer les plans l'orienter, même en supériorité numérique. Plus la défense lilloise. Fabien, top André et Ounas. Zitoun, finalement, on n'a pas eu de match référence depuis le début de saison, à part nos lacunes, voire celui de Paris. On a Fabien Top Ghisolfi à l'OGC Nice. Le derby est lancé, Pascal. Le derby est lancé. Et Aise avec en fin de saison, je t'avais dit, Pascal, que le débit était vraiment lancé. Top il faut Ounas. Il faut vraiment compter sur nous pour vous réjouir, en fait. Hein. Top Ounas, André, flop Chevalier. Avant de passer la parole à Christophe, Pascal,
tu ne vois pas régulièrement les matchs, mais parmi les noms qu'on cite, est-ce qu'il y a des joueurs qui ressortent dans ceux que vous pourriez craindre le plus ou ceux que Moi, je vous... dirais, c'est ce que disait Julien, en fait. Je pense qu'il y a une équipe avec et une équipe sans Cabella, en fait. Et à chaque fois que, voilà, apparemment, hein, parce que je vous dis, je ne suis pas les matchs de Lille. Voilà, quand Cabella est là, tout va, j'ai envie de dire. Hein, donc voilà, ça va être on en parlera tout à l'heure, mais ça va être une des clés du match. Christophe D, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops? Bah, la défense en paquet, je trouve ça normal parce qu'ils sont vraiment nuls. Mais je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de patron, hein. Ça, c'est vraiment le problème. Je pense que le problème, c'est que Font ne soit pas à niveau. Et dans une défense, il faut un patron. Si vous n'avez pas de patron en défense, bah, vous avez forcément des problèmes de placement et puis les gars qui ne reviennent pas forcément. Enfin, voilà, ça ne fonctionne plus. Et là, Font, il n'a plus de légitimité et il n'a plus le niveau pour être patron. Et ce que je craignais un peu en le disant, j'espère que c'est pas vrai, mais je pense que là, on s'oriente vraiment vers la saison de trop, quoi. Et comme disait Anthony, ben, Debuchy, pourquoi pas, quoi. À mon avis, il sera mieux. Mais voilà. J'ai entendu le flop sur Chevalier, je suis pas du tout d'accord. Parce que sur le but qu'il prend, le premier but qu'il prend, il fait une belle sortie. Jacquité, la course qu'il fait, il fait n'importe quoi. Jacquité doit faire la course sur l'avant-centre, qui est dans le dos de Chevalier. Il ne doit pas faire la course sur son gardien. Il n'a aucune raison de venir en courant sur son gardien. Parce qu'à part leur mettre un but ou l'emmerder, il va servir à rien. Donc, je pense que la grosse erreur avec Jacquité, à sa décharge, Font était en train de se faire soigner, donc il est remplacé. Il a 21 ans. Bon, voilà, peut-être qu'il n'est pas tout à fait. Mais la connerie, pour moi, elle vient forcément du défenseur qui ne fait pas la bonne course et qui n'a rien à foutre là, quoi. Et donc, voilà. Et donc, après, sur le reste de l'équipe, ben, ce que vous avez dit, je suis assez d'accord. Le petit Angel, il se débrouille pas trop mal. Maintenant, enfin, ce qui lui manque un peu, lui, c'est le geste final, quoi. Essayer d'aller au but, essayer de faire autre chose que de faire du beau, quoi. Après, comme tu disais, François, hein, par rapport à l'entraîneur, il est super. Il fait le beau, donc l'entraîneur est content. Il est beau, il a des stats, mais non, il faut qu'il fasse autre chose, il faut qu'il soit plus méchant et qu'il veuille faire la dernière passe ou qu'il veuille marquer, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir faim, quoi. Et je vais revenir sur une petite phrase de Fonseca que j'ai lue Fonseca a dit, je parle trop, il va falloir que je parle moins et que les joueurs se lâchent un peu, quoi. Et je pense exactement ça, quoi. Si on n'arrête pas de parler, on est des beaux joueurs, on a une belle équipe, on a des belles stats. Même contre Paris, on était content, on avait des belles stats. On a pris 7-1, sérieux, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Donc maintenant, je pense qu'il faut arrêter les conneries, qu'il faut vouloir viser l'efficacité. Et pour ça, ben, c'est une mentalité à instaurer, hein. Ça ne va pas se faire en 2 minutes, mais il faut changer de mentalité. Alors justement, pour finir le tour de ce match, et on passera ensuite au derby, le fait du match, ça a été, ou ça aurait pu être, l'expulsion de Ouattara, l'orienté à l'heure de jeu, et où normalement, ça aurait pu permettre au LOSC de revenir dans le match et surtout de revenir au niveau du score, entre guillemets. Ça n'a pas été le cas. Malgré l'expulsion, il y a eu une domination stérile finalement pendant cette période, et même s'il y a eu un but marqué, il y a eu un but encaissé en toute fin de match. Et ça s'est traduit finalement en fin de match par des déclarations de Létang qui étaient assez virulentes, hein. Olivier Létang qui a employé qui dit qu'il est en colère, qui a employé le terme inexcusable, et il a même dit, et ça va faire plaisir à Pascal, même si après j'ai d'autres statistiques qui vont dire le contraire, si on joue comme ça, comme aujourd'hui, c'est même pas la peine de jouer le derby. Et on a Fonseca, donc tu l'évoquais Christophe, qui disait qu'il était en colère et contrarié. Alors c'est vrai que ça pose. Alors c'est vrai on a souvent depuis le début de saison, on s'est amusé des réactions qu'on avait, et on se réfugiait derrière les statistiques finalement pour louer le beau jeu à la Fonseca. Mais est-ce qu'à un moment, justement, c'est pas ces questions de rentabilité qui doivent être mises en avant pour être finalement efficaces? Qu'est-ce que vous pensez finalement de ces réactions de Létang et de Fonseca, de ce recadrage qui est fait? Est-ce que c'est les joueurs qui sont recadrés? Est-ce que c'est l'entraîneur? Comment vous avez analysé ces déclarations?
Cette fois-ci, je vais encore passer la parole à Julien parce que je sais qu'il a toujours à dire quand on parle d'Olivier Létang. Ouais, non, mais c'est marrant que tu dises est-ce que c'est les joueurs ou est-ce que c'est l'entraîneur? Parce que tu connais mon côté mauvaise langue et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est pas Olivier Létang qui a choisi Fonseca et que durant toute cette saison, dès qu'il pourra mettre un petit tacle à Fonseca, il n'hésitera pas parce que ce n'est pas son choix pour asseoir son autorité et montrer que ce n'est pas lui qui le voulait et que bon, quand même, là, c'est pas très bien. Et puis on a vu à quel point aussi il était capable de ne pas être solidaire avec son entraîneur si ça pouvait lui sauver les miches. Donc, ouais, mon côté mauvaise langue me fait dire que c'est plutôt l'entraîneur qui est visé que les joueurs. Après, juste une chose, d'habitude, tu poses la question, là, tu ne l'as pas posée, donc j'y réponds quand même, bien que tu ne l'aies pas posée. C'est qui j'ai repéré en face. J'ai beaucoup aimé le gardien Mvogo. Je le trouve vraiment fort. Et son arrêt à une main où il garde un peu le ballon en main avant de le repousser un peu plus loin en première, là, sur lequel il aurait pu avoir but, je l'ai trouvé juste exceptionnel. J'ai beaucoup aimé aussi le petit Lefebvre qui a que 22 ans et la rentrée de Théo Lebris, le neveu du coach qui a que 20 ans. Et surtout, ces trois joueurs qui ont été interviewés, qui ont parlé. Et je note une intelligence chez ces mecs, une structuration dans le discours, encore une fois, un discours sur la solidarité, l'organisation, le respect des consignes que tu entends très peu souvent dans le foot français. Donc, je pense que dans cette équipe, il y a du QI football et du QI tout court qui est au-dessus de la moyenne. Et de toute façon, Lorient n'a pas le choix. Lorient n'a pas d'argent. Donc, à un moment, quand tu n'as pas d'argent, bah, tu peux compenser avec un, du collectif et deux, de l'intelligence. Et je pense que ces garçons ont les deux. Et très sincèrement, quand je vois ce début de saison, bah là, tu vois, c'est typiquement le genre de club que j'aimerais soutenir, quoi. Si je n'étais pas supporter du LOSC, là, bah, j'aimerais bien être supporter Lorientais. Un beau petit stade à l'ancienne, aux couleurs du club, des mecs qui mouillent le maillot et qui en plus sont intelligents et sont capables d'aligner trois mots, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Donc voilà, je voulais aussi dire ça pour répondre à la question que tu n'as pas posée. Quelqu'un veut réagir sur ces déclarations de Létang, sur Fonseca, sur ce qui s'est passé dans l'après-match? Un des deux, Ouais, Christophe? je vais y aller si tu veux bien, Christophe. Moi, je crois que vraiment, il a visé les joueurs. Je pense que c'est le moment où il va mettre un petit coup de pression. Bon, en tout cas, je l'ai interprété comme ça à la fin. Enfin, voilà. Vraiment mettre un petit coup de pression juste avant le derby, essayer d'aller chercher un petit peu d'amour-propre, juste ça, de l'amour-propre, essayer d'aller titiller un petit peu ces mecs qui ont un petit boulard quand même, certains, qui se pensent beaux. Et à un moment donné, il va falloir mettre des coups de pied au cul. Alors, il l'a fait devant la presse. J'espère qu'il va aller au-delà de la presse et qu'il va le faire dans le vestiaire. C'est le moment où il faut y aller, quoi. Si c'est pas Fonseca qui le fait, parce que je pense pas que ce soit le genre de mec à le faire, j'espère que lui va le faire, qu'il va descendre, qu'il va aller les voir cette semaine, qu'il va remuer un petit peu tout ça. Et s'il le fait pas là, dimanche, ça pique. Alors, beaucoup de réactions hein, sur les joueurs. On évoque le cas Fonte avec la saison de trop éventuellement. On évoque qu'il y a un débat sur Chevalier, Olivier qui estime qu'il n'a pas capté un ballon, Chevalier qui est défendu par Zitoun qui dit on tape facilement sur la défense, mais dominer comme on domine les matchs, il faut marquer. Et là, on peut parler de David. Lev qui répond 3 matchs en Ligue 1, donc il faut relativiser. Thomas qui, contrairement à certains piliers, parle de Jonas Martin, il faut le faire plus jouer. Angel Gomez, pas assez de mordant ni tueur. Ça va vous faire réagir, je pense, hein, parce qu'on a dit à peu près le contraire. Le gardien Lorientais, très rassurant. Euh, voilà, donc Olivier Létang était menacé, le sera encore plus. C'est Fabien qui nous demande quel était le choix de Létang. On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'on soupçonnait à l'intersaison que l'arrivée de Fonseca, qui est un ancien de la Roma, était certainement liée à la présence dans le capital de Alessandro Barnaba. Vous savez, Mais il a Hmm. dit sur Fréquence Nord, quand il est passé il y a 15 jours, la question lui a été posée. Euh, Indirectement, il répond à la question en disant aucun choix dans le club n'est pas validé par moi, machin, etc. Mais il ne répond pas
c'est mon choix. Donc, tu entends bien que ça a été une décision collective et que ce n'est pas lui qui l'a ramené. Mais pour moi, c'était assez clair ce qu'il a dit sur, pardon, France Bleu Nord, pas Fréquence Nord, sur Voilà. France Bleu Nord il y a 15 jours. Hein. Figure-toi que j'ai très bien entendu ce qu'il a Parce que dit tu il y a étais 15 là, jours, ouais. parce que j'étais à côté. C'est Et moi tu qui lui ai posé l'interprètes pas comme ça? Tu C'est moi interprètes qui pas lui ai comme ça? posé la question. Justement, Barnaba, Fonseca, pardon, il répond qu'il n'y avait pas d'autre. Ils n'avaient pas Contact. cherché autre chose que cet entraîneur, entre guillemets. Il sous-entend, après, on peut le traduire d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, en tout cas, ce déballage d'agents avec, selon ses dires, avec des profils d'entraîneurs différents, que le choix était vite fait. Et c'est vrai qu'on peut supposer que pour finalement réunir tout le monde, c'était un choix proposé par Barnaba et validé in fine par les temps, contraint ou forcé, mais en tout cas validé par les temps, il l'a dit en tout cas pendant cette interview. Ouais, validé par lui. Validé par lui. Ouais. Voilà. Ouais, validé. Moi, Je suis d'accord. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que... Excuse-moi, vas-y Christophe. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'on a un entraîneur qui râle, on a un président qui crie, mais c'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas ça. Ce qui va nous sauver, c'est la réaction des joueurs. Et tout à l'heure, on en a parlé un peu, les liens entre les lignes, le groupe de joueurs. Est-ce qu'on a vraiment un groupe de joueurs? Est-ce que c'est vraiment une équipe? Est-ce que c'est... Parce que c'était beaucoup remanié. Hein. Et donc, c'est ça qui va nous sauver. Dans un groupe, si on arrive, si l'entraîneur il arrive à la mi-temps ou entre eux pour préparer un match en disant les gars, il faut se remuer, machin, compagnie, il va avoir de l'écoute si dans le groupe, il y a quelque chose qui dit les joueurs et qui va les faire se sentir remuer, quoi. Là, j'ai pas l'impression que ça marche. Et j'ai pas l'impression de voir Fonté comme les années d'avant, porteur de ce projet, quoi. Et je pense que lui, même, il se dit est-ce que je suis légitime dans ce truc-là, quoi. Et donc là, on a un trou. Là, on a vraiment un trou. Et les temps, il pourra crier tant qu'il veut. Enfin, ils pourront faire un jeu politique aussi, comme vous le dites, et c'est certainement vrai, hein, parce que à cette poste-là, on navigue toujours plus ou moins. Mais ça va pas résoudre le problème de l'équipe. Et le problème de l'équipe ne va pas se résoudre avec les temps où il manque plus que Armand pour te mettre un coup de boule ou de bourre-pif pour histoire d'animer le débat, quoi. Mais sinon, franchement, c'est juste de l'esbrouf. C'est juste pour la presse, c'est juste pour dire, ben voilà, vous avez vu, j'ai dit quelque chose. Ça va rien changer. Si le groupe se reprend pas en main par lui-même, avec éventuellement l'entraîneur qui vient les titiller, et il se passera rien. Et on criera encore plus fort après Lens. Pascal, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bon, je vous écoute, hein, forcément, je ne maîtrise pas tous les sujets, mais si tu as un président qui n'est pas derrière son entraîneur après 9 journées, il en reste 29 à jouer, quoi, derrière. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cadre dans l'équipe? C'est ce que je disais, je pense que non. Je pense que Fonte n'a plus la légitimité et donc il n'y a plus vraiment de cadre dans l'équipe. Je pense André, peut-être. Le problème, il est là, quoi. À part André, peut-être, mais André ne parle pas, André. Enfin, moi, sur un terrain, je le sens pas. À part râler un petit peu et tout ça, mais il ne parle pas aux autres. Pour moi, il n'y a pas ce rôle moteur, quoi. Voilà, il y en a un qu'on a senti capable de ça. Excuse-moi, il y en a un qu'on senti capable de ça en début de saison. C'était Cabella, qui venait d'arriver. Sur le terrain, il était très actif dans ce sens-là, il replaçait les gars. Enfin voilà, sur le coup, en début de saison, et après, il y a eu la première blessure. Enfin voilà, il est revenu, il est ressorti de l'équipe. Donc, je pense que lui, il en est capable. Mais pour ça, il faut qu'il soit là et qu'il soit dans l'équipe régulièrement. Christophe a dit un truc intéressant. Il dit Fonté ne porte pas le projet. Moi, je reviens toujours à la même question depuis pas mal de temps. C'est quoi le projet? Pour porter un projet, faut qu'il y ait un projet. Pour moi, le projet, c'est de dire quoi? Que Fonseca, qui a gagné plusieurs fois le championnat d'Ukraine, c'est notre entraîneur. Et donc, comme il est formidable, très beau, avec une belle mèche et qui joue l'offensif, c'est ça notre projet. Moi, le projet, je ne sais pas. Parce que Lens est là, on peut parler du projet lensois. À Lens, il y a un projet. À Lens, il y a un projet. Il y a des mecs qui sont alignés. Il y avait un gars comme Florian Ghisolfi, qui va partir. Mais tu remarqueras que Nice, c'est pas Sylvain Armand qui vient de chercher, c'est Florian Ghisolfi. Donc, c'est que le talent et la compétence, là, pour le coup, étaient plutôt à Lens qu'à Lille. Et on peut se poser la question. Et sur le porteur de projet, moi, je crois énormément à Lucas Chevalier. Le problème de Lucas Chevalier, c'est qu'il est qu'à son 3e match.
La première saison, elle est toujours difficile. On se souvient de Mike Maignan à l'époque. Moi, j'ai pas trop de doute sur le fait que ce mec devienne un très grand gardien, mais il faut lui laisser faire des matchs de Ligue 1. Et je pense que avant de devenir un leader d'équipe et un leader de projet, il faut déjà que toi-même, tu sois pas irréprochable, mais pas loin sur le terrain. Et malheureusement, il ne l'est pas pour le moment. Fontaine ne l'est absolument pas. Donc, je pense aussi comme il se sent peut-être diminué physiquement ou moins fort, c'est difficile pour lui de s'imposer comme le leader de l'équipe quand un match sur deux, tu fais une couille énorme qui amène un but. C'est quand même compliqué de t'asseoir comme le capitaine, le patron quand c'est comme ça. Donc, il y a pas mal de questions, des questions autour du projet. C'est quoi le projet? C'est qui le projet? Parce que le projet, encore une fois, clairement, si on prend nos voisins, le projet, il est collectif. Il y a 5-6 mecs dont on parle tout le temps. C'est Pouille, c'est Teguizolfi, c'est Hez, et avec beaucoup de, a priori, de ce qui ressort de solidarité entre ces gens-là, ça paraît beaucoup moins évident chez nous. Et puis, la grosse différence, c'est que même si ça a mis un peu de temps à apparaître à Lens, aujourd'hui, ils ont un actionnaire dont on connaît le visage, qui s'appelle Joseph Ougourlian, qui finalement s'est piqué au jeu et qui, même si son passage s'avérera peut-être un jour qu'un coût financier parce qu'il est là pour un jour revendre, comme la plupart des actionnaires qui rentrent dans le foot, il aura fait un passage où à un moment, il aura aimé le football. S'ils aiment tant que ça le football, nos actionnaires, moi, j'aimerais bien les voir de temps en temps au stade, j'aimerais bien les voir répondre de temps en temps à une interview et j'aimerais bien les voir avec l'écharpe du LOSC autour du cou, ce qu'on n'a jusqu'à présent jamais vu. Tu sais, Julien, enfin, tu parlais voilà, des cadres, voilà, tu as cité Hayes, tu as cité Ghisolfi, tu as cité Pouille. Ouais. Je pense que la différence là, entre les deux équipes, c'est le nombre de cadres sur le terrain et dans le vestiaire, c'est clair. Aujourd'hui, ils font, Jerry vous l'avez très bien dit, ils se sentent peut-être plus légitimes d'assumer ce rôle de leader. Jonathan Bamba, on l'a senti. Enfin voilà, moi je sais que l'année où on remonte, il nous a mis la misère à Lille et à Lens au retour. C'était pour moi à ce moment-là, c'était un leader d'équipe et voilà, un joueur du cru, etc. Il s'est éteint l'an passé. Cette année, j'ai l'impression, j'avais le sentiment qu'il est en train de revenir. Apparemment à Lorient, ça s'est pas passé comme il l'entendait. Mais voilà, les cadres dans le terrain et les cadres dans le vestiaire, des gars qui sont plus sur le terrain aujourd'hui. Tu prends un mec comme Jean-Louis Leca, Lec, on va dire à la Corse. Voilà, Jean-Louis Lec. Voilà, c'est un leader de vestiaire. Et je peux te dire qu'avant qu'il rentre sur le terrain, dimanche, il saura tenir le bon discours, quoi. J'irai un Sotoka, un Fofana, enfin voilà, c'est un mec qui vient d'arriver, qui s'est affirmé très rapidement et qui est déjà écouté dans le vestiaire, c'est Brice Samba. Ça y est, j'ai fait la transition vers le derby. Merci de faire le boulot. Mais voilà, ces gens-là, ce sont des joueurs cadres. Des gars qui vont tirer le groupe, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque à Lille. Si je pourrais rajouter une petite chose par rapport à ce que vient de dire Pascal, il a utilisé l'expression leader de vestiaire. Pour revenir sur Julien, Chevalier, j'y crois aussi beaucoup, comme leader de défense. Peut-être un joueur très important dans le vestiaire, mais il a un gros défaut, c'est qu'il est gardien de but. Et sur le terrain, c'est compliqué d'être leader d'équipe quand tu joues à ce poste parce que tu es loin quand même, donc c'est pas facile. C'est pas le joueur idéal pour ça. Enfin, c'est pas le poste idéal pour ça. Voilà, je crois. Jérémy Janot, qui était son coach à Valenciennes, nous disait que l'année dernière, lorsque Valenciennes n'allait pas bien, Chevalier, c'était un des seuls à 19 ans à aller engueuler les joueurs, à aller les motiver à la mi-temps pour justement les remonter. Il a du caractère. À gueuler dans les vestiaires, ouais. Voilà. Ouais. C'est certain, il a du caractère, il peut le faire. Il est peut-être un peu jeune, il n'a pas encore la légitimité face aux anciens à Lille. Et puis surtout, comme tu disais, il est sur le match, il est à son poste et il peut difficilement communiquer avec l'attaque. Alors, je vais clôturer cette partie sur Lorient. On l'a déjà bien entamé la deuxième. Quelques commentaires, derniers commentaires. Oui, donc on a
Zitoun qui nous dit on est passé d'un jeu petit brin, un jeu vers l'avant, les joueurs doivent digérer le style de jeu, donc il essaye de compenser. Il répond à Julien en disant le projet c'est épurer la dette. Fabien rebondit en disant et C'est bandant, j'ai une gaule énorme. Et justement Fabien qui dit et désespérer les supporters. Donc voilà. Et après donc regardez mon micro il monte, c'est incroyable. Oh, j'ai une trick, épurer la dette. Oh là 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 là, le projet. C'était ton micro? Je profite, on n'a pas le droit de le faire sur France Bleu ou sur BFM TV. Hein. Donc voilà, donc et là, pour terminer, dimanche, ça va être notre match référence. Donc effectivement, dimanche, c'est le derby. On a déjà évoqué finalement les différences peut-être de projet entre les deux clubs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à ce jour, il y a déjà une différence assez nette au classement. On a Lens 4e avec 21 points, 6 victoires, 3 nuls, une série d'invincibilité dont Pascal nous parlera certainement. 17 buts marqués, 7 buts encaissés, donc un goal average de plus 10, alors que d'un autre côté, on a Lille, 8e, pas encore complètement décroché au classement, même si en points, il y a déjà 8 points de retard sur Lens, mais on est, je pense, à 2 ou 4 points de Rennes et de Monaco, donc l'écart est pas encore insurmontable, mais 4 victoires, 1 nul, 4 défaites. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match? Comment vous le sentez finalement? Est-ce que la seule statistique intéressante, c'est le fait que depuis quelques matchs, on fait une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc, normalement, statistiquement, on devrait remporter le derby. Mais à part ça, est-ce que vous avez d'autres arguments pour espérer? Qui veut commencer? Alors, on va commencer par un des Christophe, peut-être? Qu'est-ce que vous attendez de ce derby? Christophe D, allez. Franchement, moi, j'ai des craintes par rapport à notre défense, par rapport à tout ce qu'on a dit. Je suis très inquiet et je serai Fonseca. Je regarderai, à mon avis, bon, le seul moyen, je suis inquiet. Le seul moyen qu'on a de contrarier les plans en soi, c'est de jouer comme eux. Je pense qu'il faut repasser à 5 derrière, au 5-3-2 qu'on avait déjà essayé une fois avec Marseille, je crois. Ouais, c'était moyennasse, mais bon. Mais je pense qu'il faut faire ça pour au moins pas prendre l'eau sur les côtés. Et ça serait un minimum. Et avoir l'espoir, parce que devant, on a quand même la qualité technique de gagner ce match avec notre qualité offensive. Mais voilà, moi, je pense qu'il va falloir faire ça. C'est la moindre des choses, parce que sinon si on joue en 4-4-2, pas 4-4-2, enfin, comme j'ai l'habitude, en 4-2-3-1, on va prendre l'eau. Et ça, enfin, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, les latéraux qui sont un peu livrés à eux-mêmes, les failles dans la défense, je pense qu'il faut éviter ça. Et donc, si on joue comme ça, ben, on peut espérer accrocher Lens et pouvoir pas les battre, parce que le gros truc qui est bon pour nous, c'est que Lens est sur une grosse série et les séries tendent toujours vers leur fin. Donc, j'avais dit ça la première fois qu'on a perdu à Lens, hein, il y a 1 an et demi, je ne sais plus, où tout le monde disait Lens, on les bat tout le temps et les séries tendent vers leur fin. Et donc là, c'est encore le cas. Les séries tendent vers leur fin. Donc, cette fois-ci, ça pourrait être bon pour nous. Mais bon, ça va être très compliqué parce qu'ils sont beaucoup plus en confiance que nous et il va falloir qu'on se bouge un peu. Alors justement, Pascal, qu'est-ce que vous attendez de ce derby? Comment vous l'envisagez? Est-ce que malgré les statistiques qu'on donne, une victoire, une défaite, plus les prédictions de Christophe qui nous sont favorables, à part ça, qu'est-ce que tu attends de ce derby? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu crains quand même un sursaut du LOSC? Je dirais forcément, si tu m'avais interrogé au soir de la victoire contre Lyon, voilà, on joue avec une équipe au complet. Le joueur qui nous manque aujourd'hui, c'est Grady, voilà, qu'on a seulement perdu jusqu'au mois de janvier. Mais Grady, voilà, il y a Aïdara qui a pris la place de défenseur droit. Voilà, l'absence de Grady a été en partie comblée. Voilà, la question, c'est est-ce que les joueurs vont être au niveau? J'ai entendu tout à l'heure parler de manque de justesse technique côté lillois à Lorient, qui a occasionné quelques pertes de balles. Je dirais, si ils maintiennent, s'ils n'élèvent pas leur niveau de jeu,
Je dirais, si on récupère les balles avec la qualité, voilà, avec laquelle on arrive à sortir les ballons et à lancer Openda en profondeur, effectivement, ça peut faire mal. Maintenant, Lens, voilà, on fait match nul à Nantes. Je pense que c'était après tout est relatif, hein, mais c'était le plus mauvais match depuis un sacré moment, et que aussi manque de justesse technique qui a occasionné des pertes de balles, voilà, alors qu'on n'était pas sous pression, etc. Donc voilà, est-ce que les équipes vont être à leur niveau? Je pense pas que gueuler sur les joueurs, enfin voilà, ça reste un derby, quoi. Si les mecs savent pas se motiver, enfin, c'est incompréhensible. La chance qu'on a peut-être à Lens, justement, c'est les cadres dont on parlait tout à l'heure, et d'avoir des joueurs qui sont là pour la plupart depuis plusieurs années. Hein, les nouveaux, c'est qui? C'est Abdoul Samed, hein, qui a remplacé Tchèque Doucouré. Sinon, tous les autres étaient là l'an passé. Il y a Luis Openda, voilà, qui est un peu la flèche devant, qui remplace Arnaud Kalimuendo, mais avec voilà une vitesse de pointe encore plus rapide. Il y a une connexion. Une des clés du match, ça va être la connexion Sotoka Openda. Hein, voilà, c'est pas un secret. Je pense que Lille sait très bien analyser ça aussi. Mais voilà, quand tous les joueurs, voilà, on fait les deux derbys l'an passé. Hein, donc voilà, ils connaissent le contexte, et il va falloir être au niveau. Et si on est au niveau, bah, effectivement, normalement, voilà, ça doit passer. Après, voilà, un Cabella sur le terrain, un Bamba à son meilleur niveau, ça peut, voilà. Et puis avec David qui profiterait de ses deux soutiens derrière, tout est possible. Tout est possible. Puis il y avait un attaquant qui s'appelle Open Bar, c'est quand même abusé. Quand même. En tout cas, il peut jouer qu'à Lens. Voilà, ou être pilier du bistrot d'Aléolos, il serait accepté également. Ouais, il est au plus proche des buts, hein, donc les gars, le COP Nord et le COP Sud n'auront pas loin à aller. Christophe C, Julien, comment vous le sentez ce match, vous? Alors qui veut poursuivre? Christophe, vas-y. Je suis plutôt inquiet, oui. Alors après, est-ce qu'on sera capable de se mettre au niveau de Lens? Je l'espère, oui. Après, c'est un grand match. On a été capable de le faire l'année dernière contre des grosses équipes européennes. Je pense que Lens, cette année, a le niveau d'une grosse équipe européenne. Je les ai vus jouer plusieurs fois cette année. J'ai été impressionné. Effectivement, j'ai vu le début du match contre Nantes, c'était pas terrible. Le dernier match, c'était pas non plus un grand Racing Club de Lens, mais ils sont tombés contre une équipe de Lyon qui était agressive, qui les a vraiment bien embêtés, notamment en première mi-temps. Lyon fait une bonne première. Si on est capable de se mettre au niveau physique en première mi-temps, on peut les inquiéter, je pense. Il y a moyen de faire quelque chose. Ils ont aussi un très bon gardien. On en a un nouveau aussi, nous, mais voilà, je pense que leur gardien est vraiment bien. C'est sans doute un des meilleurs éléments de cette équipe. Après, ils sont réguliers, toutes les lignes sont bonnes, donc voilà, un gros match, mais c'est un derby, c'est pas un match comme les autres. Alors même si on n'est pas forcément au point, je pense qu'on est capable, même avec des erreurs techniques, même avec un manque de justesse, on est capable quand même de se bouger le cul contre notre voisin et d'y aller, quoi. Et un match comme celui-là, ça se gagne pas en faisant des passements de jambes et des petits ponts. Ça se gagnera aussi avec la tête. Et là, j'espère qu'on est capable de le faire. On a quand même beaucoup d'internationaux, même si on a des jeunes joueurs à certains postes. On a aussi des mecs qui sont capables de se bouger, quoi. Et c'est le soir. C'est le bon soir. Alors, Julien, est-ce que, comme Christophe, tu crois qu'on sera capable dimanche de se bouger le cul avec la tête? Faut être souple déjà pour se bouger le cul avec la tête. Ça, c'est la première chose. J'espère qu'on ne manquera pas de souplesse. Plus sérieusement, je pense qu'en 2022, ce qui compte beaucoup dans ce derby du Nord, c'est la dynamique. Parce qu'il faut pas ou plus compter sur ce côté c'est le match de la saison. Ils n'en ont rien à branler. Il y a pas, hormis Chevalier, il n'y a pas un Lillois à Lille. Il y a encore des mecs qui sont au club, qui sont arrivés pour servir du LOS comme d'Astrapontin. Donc, espérer que ce match soit différent, oui, peut-être pour s'acheter la paix
et pas être trop emmerdés quand ils iront chercher leur salade César à emporter au restaurant, tu vois. Mais hormis pour cette raison-là, je ne vois pas de qualité de cœur qu'ils iraient chercher et qui les ferait faire un gros match. Donc, comme c'est la dynamique qui compte, bah, Lens est dans une meilleure dynamique que Lille. Et c'est ce qui fait que je rejoins Vieux, c'est compliqué. C'est compliqué d'envisager correctement ce derby. Pour cette raison-là, c'est que si on le voit froidement, avec de la distance et en regardant la dynamique des deux clubs, bah aujourd'hui, Lens est mieux armé que nous. Pascal disait à Lille, quand Cabella va, tout va, c'est vrai. Et chez eux, c'est quand Sotoka, Fofana, Openda, Samba et Lekava, tout va. Tu vois, il y a un peu plus de monde qui va que nous. Ouais, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour cette raison-là. C'est quoi l'âme de cette équipe? C'est quoi le moteur de cette équipe? C'est quoi le projet de cette équipe? Moi, pour l'instant, je suis toujours un peu sceptique et j'ai du mal à le voir. Et puis, bah, les remplaçants des Renildo, Selic et Botman, on ne les a pas. Donc, ça, c'est une réalité tangible, forte et qui fait très mal. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que d'habitude d'ailleurs. Donc, c'est le derby. Continuer, c'est le derby, effectivement. Donc, Fabien qui remet un peu d'optimisme dans les commentaires en disant la série d'investibilité de Lens prendra fin dimanche. Donc, on espère qu'il est aussi bon prophète que Christophe. Donc, on a aussi sur un match Zitoun qui nous dit tout est possible et Cédric qui dit ils ont open bar, mais nous, on a Bayo. Donc, effectivement, c'est un fait. Il ne faut pas les mettre tous les deux dans le vestiaire. Ça va saigner. Plutôt, ça va couler. Ça va couler. Bayo, il ne fait pas de mine, mais... Alors, le derby, c'est un match qu'il faut gagner. Et bien sûr, c'est aussi le match des supporters. Alors, est-ce que, à Lens, quelle est la température? Alors, je vais commencer par des anecdotes un petit peu, comment dire, volontairement ironiques. Est-ce qu'ils se sont entraînés? On a vu qu'il y avait un groupe de supporters lensois qui était à Compiègne, assistait au match de National 3 entre Compiègne et la réserve du LOSC. Et on a surtout vu un bus caillassé à Lyon au dernier match dimanche. Est-ce que les supporters ont commencé leur entraînement pour le derby? Pascal. Bah, écoute, en tout cas, j'ai lu l'article du courrier Picard et les fameux ultra Canas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je vois pas la liaison avec Lens en fait. Là, on a interrogé le courrier Picard, on attend leur réponse encore. Ils sont abonnés absents, ils ne répondent pas. Quelle est la liaison avec Lens? On ne voit pas. Il y avait peut-être une faute de frappe et ça s'expliquerait à ce moment-là. Mais bon. Ouais, peut-être. Mais voilà. Pascal va nous parler des banderoles mises à l'envers si on commence à le chatouiller là-dessus. Ouais, le jeu des banderoles, c'est comique. Retourner un drapeau à Luchat, on en avait parlé en son temps. Je n'avais pas trouvé ça méchant, j'avais trouvé ça plutôt comique, quoi. Et voilà, ça faisait de mal à personne. Et ça, c'était, voilà, pour moi, ça faisait partie, on va dire, de la bonne chambre. Je dirais, on peut se chambrer gentiment sans se foutre sur la gueule, quoi. Et on espère, c'est pas la conclusion de l'émission, mais que dimanche tout se passera bien sur le terrain et en tribune et qu'on saura prendre du plaisir, avoir un bon match de foot et puis advienne ce qui arrivera sur le terrain, quoi. Je remarque que Pascal, tu ne réponds pas au caillassage du bus lyonnais. Alors caillassage, alors là c'est un truc là aussi c'est un truc à la con. Ça doit être un caillou qui a glissé d'une main. Non, c'est comment. Alors ça excuse pas, on cherche pas d'excuses, mais comment. Alors il y avait les Bad Guns qui fêtaient leurs 35 ans et comment les deux bus des Bad Guns se sont retrouvés en centre-ville de Lens, face à la gare, face à la loco, qui est un des fiefs des supporters ou des ultras lensois. Il y a quelque chose qui m'échappe, sachant que le rendez-vous des bus était à Bénifontaine, quoi. Il y avait le bus. Alors apparemment,
Le bus a été pris dans les bouchons et le chauffeur a reprogrammé son Waze qui lui a fait il y avait la braderie de Lens aussi dimanche, et le mec il se retrouve gare de Lens, quoi. Enfin, alors voilà, ça excuse pas pour moi. Pour moi, tout ça c'est des voilà, je regrette vraiment parce que c'est donner le bâton pour se faire battre, c'est donner du grain à moudre au préfet de Lyon pour le match retour, où ça fera un considérant en plus pour nous interdire de nous déplacer à Lyon, quoi. Donc voilà, et puis malheureusement, les mecs qui ont caillassé le bus, ils seront les premiers à se plaindre de ne pas pouvoir aller à Lyon, quoi. Donc c'est con. Moi, je voudrais lancer un appel auprès des chauffeurs de bus lyonnais, c'est préparez bien votre Waze avant de venir à Lens. Faites pas comme le petit poussé, ne suivez pas les cailloux, c'est pas la bonne direction. Allez plutôt directement au parking du stade. Alors justement… Et puis quand tu as la chance d'avoir un rassemblement à Bénifontaine où il y a la brasserie Castelin, où tu peux aller voir une bonne ch'ti, sans déconner, les mecs, c'est des losers. Hein. Alors, Leif qui nous dit ça ne se passera pas bien en tribune vu la mauvaise gestion des places chez nous. Pascal, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Justement, on va débattre sur le sujet. Pascal, est-ce que tu seras présent au stade Pierre-Mauroy et comment tu t'es procuré les places? À travers un abonné. À travers un abonné de Lille, de mon côté. D'accord, donc un ami qui est… Ouais. D'accord. À travers un abonné. Est-ce que à travers un abonné. Qu'est-ce que ça veut dire? On lui a pas fait grand mal. Hein. Ah, d'accord, ok. Julien, je te rappelle que si on peut se lâcher par rapport à nos interventions sur France Bleu ou sur BFM Grand Lille, il ne faut pas trop se lâcher non plus. Écoute, moi, je fais que reprendre les propos à travers un abonné. Alors, Pascal, il paraît qu'il y a beaucoup de supporters lensois qui ont réussi à avoir des places en tribune en dehors de la tribune réservée aux supporters, avec quelques petites astuces. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il paraît notamment que… C'est un secret pour personne aujourd'hui. Hein, forcément, la gestion n'a pas été optimale côté du LOSC. Donner la priorité aux abonnés, c'est plutôt une bonne idée en soi. Hein, maintenant, le stade, il fait 50 000, il y a 23 000 abonnés. Voilà, force est de constater que toutes les places sont pas parties. Donc, il restait des places à vendre et voilà, forcément, il y a des choses qui ont fuité, et quand ça a fuité, ça s'est vite répandu au niveau des réseaux sociaux. Alors, ça s'est pas répandu en fait de manière officielle, mais vraiment l'information a vraiment fusé, hein, elle a vraiment circulé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai quelques posters du LOSC. Hein, je l'ai en 2 tailles. Hein. Je l'ai on va réexpliquer aux auditeurs qui n'ont pas toute l'info. Je l'ai en grande taille et je l'ai en petite taille. Pour information, oui, forcément l'information a circulé. Voilà, il y avait des codes abonnés qui étaient distribués si on allait faire un achat à la boutique du LOSC. Donc il y a eu une multitude de supporters lensois, enfin une multitude, on verra. Hein. En tout cas, il y a eu c'est difficile. Ouais, c'est difficile à évaluer. C'est difficile à évaluer. Combien, Pascal? En fait, j'avais fait un petit sondage, alors il vaut ce qu'il vaut, quoi. Alors j'étais parti sur le principe qu'il y avait 700 personnes en parkage. Au final, il y aura bien 1000 personnes en parkage. Et en gros, je crois, j'ai demandé en fait, donc au niveau de ma tweet list, si les personnes assistaient au derby en parkage, hors parkage, et s'ils n'assistaient pas au derby. Et en fait, les personnes en parkage représentaient 12%. Et les personnes qui assistaient au derby hors parkage, c'était 33%. Donc en fait, en extrapolant, mais je te dis, on partait sur une base d'un parkage de 700 places, voilà, ça faisait 2600 personnes. Après, ce calcul, cette extrapolation vaut ce qu'elle vaut, hein, mais voilà, je pense entre 2500 et 3000 Lensois en tribune dimanche. Bon, on verra si le compte est bon. Maintenant, qui veut jouer donc au mot le plus long, donc voyelle consonne. Je reviens sur l'ambiance sur les supporters. Il y a une organisation particulière qui est prévue pour les supporters lensois pour préparer ce derby. Je sais qu'il y a un entraînement public demain. Ouais, demain matin.
Mais faut gérer pour le déplacement, c'est simple qu'il n'y aura aucun contact possible hein, du moins les gens en parkage Voilà. et le public de Lille, hein, puisque à Lens, il y a beaucoup de supporters qui habitent Lille Métropole. Et ces gens-là, qui sont en parkage, vont devoir se rendre à Lens pour embarquer dans des bus, partir à Lille au stade, repartir en bus après le match et rentrer en voiture. Hein. Ça fait un sacré. Voilà, au niveau CO2, on est pas mal. Hein. Ouais. Donc, et quand mardi matin, ils vont rentrer chez eux, ils pourront enfin aller au travail, ils vont être obligés de poser 3 jours de congé pour aller voir le match à 500 mètres de chez eux, c'est ça? Non, mais enfin, bon, voilà, on paie les exactions voilà, de l'an passé, hein, qu'on regrette tous. Hein. Donc voilà, oui, il y a cette organisation. Après, les gens qui seront en tribune voilà, en casual, hein, voilà, vont pas afficher, vont pas s'exposer gratuitement. Elles seront en tribune. Après, voilà, en fonction de ce qui se C'est un passe. vœu pieux, Pascal. C'est un vœu pieux. Je t'assure que moi, ça m'inquiète vraiment. Je m'excuse, hein, mais moi, ça m'inquiète vraiment quand on voit ce qui s'est passé au dernier match, notamment avec un supporter lensois. Et ça s'est passé également avec un supporter parisien qui, lui, était là pendant le match. Je t'assure que je suis très inquiet, très, très inquiet pour le match de dimanche soir. Alors, j'ai entendu l'histoire d'un mec qui va s'afficher au-dessus d'un coup du Cop Nord avec le maillot de Lens. Enfin, faut pas être fut-fut, quoi. Oui, mais en plus, l'effet groupe, et ces gens-là vont jamais venir tout seuls, et vous allez être par groupe de 3-4 entre copains. Ça peut vite partir en cacahuète, et je t'assure là, c'était un supporter lensois qui avait rien à voir avec le match, mais on l'a vu également avec un Parisien qui venait supporter son équipe, qu'on a dû sortir et mettre en sécurité. C'est parti en coup de poing. Je suis vraiment très inquiet. Ouais, après, l'an passé, voilà, il n'y avait pas de parquage. Le stade, il était noyauté par les supporters lensois. J'ai pas entendu parler, voilà, de problèmes sérieux. On ne demande pas ce qu'il y en est. Hein, voilà, mais voilà, je te dis, on espère que voilà, que tout se passera bien et que les gens seront suffisamment intelligents. Après, il y a la loi du nombre. Hein. Il y a la loi du nombre et voilà, dans le lot, tu as toujours des. L'an passé, il y a eu quelques bagarres quand même. Hein. Même si ça c'était Lille-Marseille. Lille-Marseille, c'était le pire. Lille-Wolfsburg, Lille-Marseille. Lille-Marseille, c'était le pire de tous. Mais Lille-Lens, il y a quand même quelques bagarres. Et moi, je trouve ça lamentable. Mais je trouve d'une force, parce que tout le monde me connaît ici. J'ai la moitié de ma famille qui est lensoise, voire plus. Donc, merci Julien. Ça dépend des semaines. Hein. Quand ça gagne, ils sont nombreux. La proportion est variable. Non, mais bon, voilà. J'ai mon filleul, mon neveu, mon frère, voilà, d'autres personnes. Mais voilà. C'est la même personne. Elle est très bonne. Elle est très, très bonne. Dans jaune mais rouge, des conneries comme ça. Ça va, les gars, maintenant, 2 secondes. Non, mais franchement, moi, j'ai cette crainte et ça me fait chier parce que franchement, c'est tout sauf du sport, c'est tout sauf. La haine qu'on voit, elle est. Là, on a quand même passé le dernier match de Lille à entendre, enfin, à domicile, hein, contre Toulouse, à entendre pendant plus de la moitié du match Lensois Lensois machin, tout ça. Donc, je te rassure, à Bollard, ça chante que Lillois Merda. Sois rassuré. Justement, Pascal. Ça me rassure pas du tout. Et Pascal se marre, donc tu vois que c'est vrai. T'inquiète pas. Je crois que tu as fait un post sur Facebook sur le sujet, d'ailleurs. Je dirais, pour répondre à Julien, tu as toujours. Voilà, dans le lot, tu as toujours des mecs qui vont balancer, ça sera plus ou moins suivi. Voilà, c'est pas la majorité. Voilà, c'est très loin d'être la majorité des mecs qui seront au stade, dimanche. Hein. Voilà, là où les mecs les plus chauds, ils vont être en parquage. Hein, donc, tu les verras pas. Il y aura pas de. Voilà, il y aura pas de. Ils sont pas vraiment chauds. S'ils veulent se battre, il faut venir dans les autres tribunes. Ils savent très bien qu'en parquage, il va rien se passer. C'est des faux shows. Ouais, mais je dirais sans parquage, voilà, en étant à Paris, tu es en position centrale pour faire tous les DEP. C'est dans le parquage que tu vis le déplacement. C'est pas sur les côtés. Je suis d'accord, mais je parlais de la bagarre.
Mais il faut arrêter la bagarre. C'est bon, stop. Il faut arrêter la bagarre avec ses Oh, cousins et ses oh. neveux. On est Et tous ses filles. d'accord, la bagarre, c'est pas bien, La sauf sur bagarre, le c'est terrain. mal. Sauf sur le terrain, la bagarre, c'est Moi- mal. moi- Pascal, moi- est-ce qu'il y a une moi, je- attente Ouais, vas-y. est-ce qu'il y a une attente justement sportive des supporters lensois? Parce que bon, clairement, à Lille, les supporters du LOSC, vu le début de saison mitigé, sont énormément en attente de ce derby. On disait que c'était un match référence, mais clairement, pour l'instant, par exemple, Fonseca dispose encore d'une auréole finalement, d'un blanc-seing parce qu'il vient d'arriver, parce que son jeu est supposé être plutôt construit vers l'avant. Après 4 défaites depuis le début de saison et une nouvelle défaite contre Lens, à mon avis, ça pourrait peut-être changer. Les supporters ont été patients, peut-être que ça provoquerait une problématique. Est-ce qu'à Lens, il y a beaucoup d'attentes sportives de ce derby ou c'est un match finalement comme les autres parce que vous êtes parti sur un projet en championnat? Ouais, mais en fait, tout à l'heure, alors je n'avais pas terminé, mais j'avais commencé à dire, voilà, si tu m'avais interrogé le dimanche soir. Là, il y a quand même, je dirais, une bombe qui a explosé lundi, c'est l'annonce du départ de Florent Ghisolfi. Et je ne sais pas dire aujourd'hui quelle va être l'incidence en fait de cette annonce, parce que Florent Ghisolfi a été impliqué dans le recrutement d'une grande majorité des joueurs, hein, pas tous, hein, des gars qui seront sur le terrain dimanche. Tu prends Seko Fofana, enfin on se souvient tous de la mise en scène, je dirais, de sa prolongation. C'était une mise en scène? Oh, d'accord. Où c'est, voilà, bon, je dirais, voilà, la mérite. C'est pas- Non, mais c'est enfin pas- voilà, Moi, ça me tu paraît sais, assez naturel, finalement. ça a fait le Sauf- tour, voilà. Non, mais ça fait le tour de C'est le l'Europe. but. C'était du jamais vu, c'était de la com et c'était un bon coup de com. Ouais, ça a été Euh, bien fait. voilà, quand on voit tous, c'était le 1er septembre ou le 31 août, où tu as Florent Ghisolfi qui dit, bon, Seko, est-ce que tu restes à la maison? Putain, le mec, il se casse un mois après, quoi. Je dirais, au niveau timing, là, moi, je comprends pas, hein. Il l'aurait annoncé, une semaine plus tard, ma foi, mais on prend le risque, voilà. J'espère que le groupe va pas être trop impacté par cette annonce. Euh, voilà, ça va être aussi une clé. Voilà, je sais que bah, le staff a fait l'annonce dès le lundi après-midi aux joueurs. Voilà, demain il y a une conférence de presse. Voilà, les questions vont être posées, mais voilà, ça intervient à 6 jours du derby et on s'attendait peut-être, voilà, on connaît tous les qualités de Florent Ghisolfi, hein, et ce qu'il nous a apporté, ce qu'il a été déniché, etc. Maintenant, avant lui, il y avait Eric Roy, voilà, qui était aussi allé chercher des Grady, des Sotoka, des gars qui sont toujours les Doucouré, des Haïdara. Donc voilà, des mecs de qualité, il y en a. Ce sera pas simple de le remplacer, mais il y a des mecs de qualité sur le terrain. On verra. En tout cas, le mercato est terminé. Je pense qu'on a le groupe pour finir la saison. Il n'y a pas lieu d'aller recruter. Donc, on a un an pour préparer la prochaine saison. Je pense que ce groupe-là, voilà, c'est le groupe qu'on va conserver, avec qui on va faire la saison. Tu n'as pas forcément un an, tu sais. Excuse-moi, François. Tu n'as pas forcément un an parce que, vu les saisons que vous faites depuis 2 ans, attends-toi aussi à devoir préparer peut-être aussi la relève d'un entraîneur et de quelques joueurs également. Vous avez re-signé sans doute votre meilleur élément avec Seko Fofana au centre du terrain, là, mais prépare-toi aussi à peut-être, hein, voilà. Mais je pense que Hayes est capable d'aller entraîner un club supérieur à Lens et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, il aura des propositions, ce garçon, et il le Ah mérite. oui, oui, c'est sûr. Maintenant, Hayes, je pense il a l'ambition et il l'a annoncé à plusieurs reprises, c'est de jouer la Coupe d'Europe avec Lens. Donc, on en parlait avec François avant l'émission. Voilà, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans où on termine 7e. Ce serait bien qu'avec ce groupe, on décroche un ticket, même si on a aujourd'hui encore le 10e budget du championnat de France, hein. Donc voilà, je pense que si on se qualifie en Coupe d'Europe, ils on le conservera. Voilà. Il faut arrêter, je pense, en tout cas, les Lensois, de parler de budget, il faut parler d'ambition. C'est vrai que le football, c'est une affaire de cycle, comme dirait Olivier Létang. Et là, il y a 2 ou 3 ans,
de groupes qui montent en puissance. 2 fois 7e, c'est bien, mais il y a un moment, s'il termine une nouvelle fois 7e, ce sera un échec. Là, je crois que cette année, il faut absolument aller chercher au moins un accessite pour pouvoir construire à long terme et retenir des cadres et retenir le staff pour continuer le projet 1 an ou 2 supplémentaires. Et continuer, voilà, continuer de grandir. Après, effectivement, quand je disais on a le temps, c'est que voilà, on est le 4 octobre, il reste 3 mois avant la fin d'année. Enfin voilà, on n'a pas à se presser pour recruter, je dirais, quelqu'un. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont déjà engagés. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Pereira da Costa. Pereira da Costa, il est en fin de contrat en 2024. Pour moi, c'est top priorité, là. C'est le joueur à prolonger parce que. C'est un gamin du cru en plus. C'est la pépite. Un des rares d'être de la région. Ouais. C'est une pépite, voilà, c'est une pépite de la Gaillette. International, voilà, international portugais, espoir. Voilà, il est pétri de talent. Hein. Vous l'avez découvert au match retour l'an passé. Hein. Il faut qu'il prenne, comme disait Jacquet, il faut qu'il se muscle, il faut qu'il muscle son jeu, il faut qu'il prenne de la masse, quoi. Mais c'est un joueur pétri de talent, quoi. Donc chez un Galibo, quoi. Voilà. Ouais, encore, il faudrait regarder. Je crois qu'il arrive assez Galibosch, tard. les Portugais, Galibosch. À vérifier, mais je crois qu'il arrive. C'est un peu con. Non, il est arrivé hyper jeune. Moi, mon frère l'a joué dans les catégories de jeunes, il était déjà à Lens. Donc, ça fait longtemps qu'il est là. Ah. Alors, on a Quand Martel sera là, ça ira. Zitoun sur le groupe Facebook nous dit un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Vous connaissez l'expression. Et on a Damien Bonne, qu'on connaît bien ici, hein, et on salue Rock, Bière et Complot contre le Lost, qui nous demande Pascal, derrière toi, il y a un slogan. Il est marqué « On fout grand-mère ». Qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Toujours ces pratiques familiales. Ouais. Toujours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces pratiques? Bien vu, bien vu. Bah, c'est la tradition. Hein. Et il ne faut pas déconner avec les traditions. Nous, au bistrot de l'Osc, on est très attentifs à ça. Alors, François, pardon, tu parlais de la gestion de la billetterie. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que évidemment, il y a cette énorme connerie de donner des codes abonnés pour l'achat d'un poster ou d'une peluche à 7 €. Et on a vu sur Twitter, en effet, des supporters lensois qui se moquaient de l'organisation lilloise en disant « c'est bon, j'ai mes codes, j'ai pris des places ». Donc ça, c'est une évidence. En revanche, cette forme de rétention des places aux abonnés pendant un long moment a quand même permis, je pense, d'espérer beaucoup de Lillois dans le stade. Voilà, qu'il n'y aura pas une invasion exactement. trop marquée de Lensois. Ça me semble important. Il n'empêche que c'est important de remarquer qu'à Lille, 50 000 places, guichet fermé, avec uniquement l'ouverture aux abonnés, on n'y arrive pas. On a besoin d'autres supporters qui viennent, des gens qui aiment le foot, des gens qui viennent, qui aiment les beaux matchs et qui sont quand même attachés à Lille, mais qui ne viennent pas à tous les matchs. Ils sont là pour Chelsea. Ils ne sont pas là pour Lens. Et je pense que la violence qu'on a vue l'an dernier au match aller, au match retour, n'y est pas pour rien. Et qu'à un moment, ça freine certaines personnes qui ne viennent pas parce qu'elles savent que c'est des matchs à haut risque et elles ne se déplacent pas. Et c'est ce qui explique que quand tu ouvres aux non-abonnés, la semaine dernière, il reste encore 5000 places disponibles. Moi, ce qui me rend fou, hystérique, je suis abonné depuis 1994 et je vais faire 450 bornes pour faire le derby puisque j'habite à Paris. Et je partirai en milieu d'après-midi, je reviendrai dans la nuit. Mais donc évidemment, ça me rend dingue qu'on ne remplisse pas le stade. Mais quand je prends un peu de hauteur, quand je me rappelle du match de Chelsea où il y avait une ambiance de fou, où c'était plein à craquer, où il y avait plein de Lillois, je me dis que je peux comprendre qu'il y ait certaines familles et certaines personnes qui n'aient pas envie de venir parce que ces violences aujourd'hui font que on a du mal à se déplacer sur ces matchs-là. Alors, il y a quand même un truc, moi, qui m'a étonné. C'est comment tu peux espérer avoir un public chaud bouillant en pratiquant les prix qui sont appliqués pour le derby, là, à 35 € minimum pour être en tribune sud niveau 2. Là, il y a un problème, il y a un réel problème. Tu ne peux pas ramener, je dirais, tu ne peux pas espérer. Là, tu vises la middle class, tu vises la upper middle class. Et alors, tu as des mecs de la upper middle class qui sont des fervents, hein, mais tu ne peux pas avoir un public populaire en pratiquant ces prix-là.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce que Dieu sait si je défends le football populaire ici et régulièrement. Mais simplement, encore une fois, je reprends ma comparaison de Chelsea où les places étaient aussi chères, voire plus chères que pour ce match. Et pourtant, le stade était plein à craquer, tu vois. Donc, il y a quand même il y a un public qui aime le beau foot, qui aime les grands matchs à Lille et qui remplit le stade sur ces matchs-là. Et je pense, mais j'ai aucune preuve, hein, simplement je constate, je pense que ces faits de violence peuvent expliquer le fait que ce ne soit pas rempli de 50 000 Lillois, quoi. Moi, je pense qu'il y a une crainte, parce que même quand tu as des prix abonnés ou je sais pas quoi, les gens, ils hésitent à y aller parce qu'ils savent que ça craint. Donc, Tu l'entends aussi, toi, Christophe, il n'y a pas que moi. bien sûr, Oui. bien sûr, j'entends. Et puis, Bien sûr. commercialement, on peut comprendre, parce que tu parlais des middle class ou de ces terminologies à Lille. Les places pour ces matchs chocs, ces matchs sommets sont élevées à l'unité. Par contre, il y a une vraie politique de prix bas, Bien notamment pour sûr. les abonnements, et notamment pour les abonnements dans les 2 virages, qui fait que les supporters qui sont vraiment très motivés sont présents et sont très présents en tribune. On a des abonnements à moins de 200 € pour les 19 matchs qui permettent de remplir justement ces 2 virages. Si je dis pas de bêtises, hein, pour compléter, Pascal, tu vois, derrière les buts, tarif étudiant, tu es à 140 € l'année, je crois, hein. Donc, tu vois, on est vraiment dans quelque chose qui est très accessible pour tous les matchs de la saison, hein. Voilà. Ouais, mais On a, après, tu as aussi, et on vous en remercie, hein, les abonnements 4 matchs. Oui, mais c'est ça oui, aussi. tu Ça marche vas bien quand même aussi. pas oser nous proposer de racheter tes places pour Monaco, Lyon et puis Et je ne sais pas Marseille, quel dernier match. Marseille, Marseille. c'est ça? Ici, on n'est pas sur le bon coin, monsieur, hein. Attention, hein, on ne plaisante pas avec ça. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de petits saluts de personnes qu'on connaît bien et qu'on aime bien ici au Bistrot des Losc. On a Rémi Serpeau qui est supporter lensois et arbitre accessoirement, qui nous salue et qui Qui sort une bonne vanne. Qui sort une bonne voilà, vanne. qui espère que nos sièges sont plus solides qu'à Bollard. Donc, pour rappel, c'est un des 2 supporters. Il y avait un Lensois et un Lillois qui ont été bénéficiaires d'un siège sur la figure, qui ont été blessés à l'occasion du derby et qu'on a eu le plaisir de recevoir ici au bistrot d'Alleux-les-Losc pour le derby retour. Donc, on le salue. Et puis, Rémi, c'est quand tu veux, tu es le bienvenu. Et Pour Cédric, parler plus d'arbitrage alors que du RC Lens, hein. Alors, je vais juste t'interrompre. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, et la transition, elle est toute faite. Tu sais quel est l'arbitre Le dimanche? Tessier. Le le Tessier. Tessier, tout à fait. Tu t'en souviens de ce gars-là? Oui, c'est lui qui avait expulsé 2 Lensois à un des derniers derbys où on avait gagné, je crois, 4-0, c'est ça? Je sais plus. 4-0. Donc, il avait expulsé Grady et Michelin. Et Michelin, ouais. Et Ouais. pour la petite histoire, c'est pas tout, c'est que le Texier, c'est l'arbitre qui a Arbitré le dirigé dernière défaite. la dernière défaite de Lens à Strasbourg en avril dernier. Et il nous a coûté cher, mais voilà, il sera présent au rendez-vous, c'est une bonne chose. Rémi, Sur un je plaisante, hein, tous les arbitres sont absolument incorruptibles, hein, c'est une blague mauvaise. J'ai Cédric aussi qui justifie les prix parce qu'on loue le stade trop cher à l'année. C'est pas faux. Il faut aussi rentabiliser finalement ce À stade. l'année suivante. Et absolument, je ne relève pas par charité, Christophe. Et voilà, donc effectivement, il faut rentabiliser, et notamment sur ces matchs au sommet où on sait qu'on peut augmenter un peu le prix, on aura quand même des gens qui achèteront des places. Alors, je voulais terminer sur cette mobilisation des supporters et en vous rappelant qu'à Lille, il y a toute une série de manifestations donc, qui sont organisées. Vous avez d'abord un entraînement ouvert au public comme à Lens, qui aura lieu le samedi à 10 h au domaine de Luchin. Il n'y a plus de place sur les réseaux sociaux, enfin, sur la billetterie du club. Les Dogs du Net ont réservé une vingtaine de places. J'attends encore 2-3 confirmations. Mais si parmi les internautes, vous êtes supporter lillois
et que finalement vous êtes intéressé par venir encourager nos joueurs avant ce match très important, contactez-moi et on verra si on peut vous trouver une solution pour nous accompagner. Il est également prévu un accueil des joueurs quelques heures avant le match et puis bien sûr toute une série de manifestations qui auront lieu en tribune, des manifestations pacifiques et sympathiques. Avec des drapeaux blancs. Avec des drapeaux blancs, effectivement. Voilà, il est déjà 22 heures, on a été très bavards. Alors, Rémi, qui ponctue sur ce que je disais sur les arbitres et leur corruptibilité, il nous dit, sauf à l'époque de tapis. Donc, voilà, on apprécie sa capacité de réaction et son humour. Et puis, donc, Fabien qui nous dit que Pascal veut aller à Luchin samedi. Écoute, j'ai proposé de l'inviter parce que j'avais une surprise pour lui. J'ai piscine. On lui avait préparé un accueil tout à fait charmant, surtout s'il venait d'ailleurs dans son pyjama de ce soir. J'ai piscine. Voilà, c'est dommage. Je suis déçu. Et par contre, je vois Leif qui veut bien de place, qui me contacte en message privé. On verra ce qu'on peut faire. Il est 22h, 22h02, on a été très bavard. Je vous propose peut-être la partie la plus difficile de l'émission, notamment pour les supporters lillois, c'est le tour de table des pronostics. Alors, on va commencer par Pascal. Pascal, ton pronostic pour dimanche? Raisonnable. Hein, Alors, non, ouais, je vais être raisonnable. Allez, des buts. Chaque équipe marque 2-2. 2-2. Christophe C, est-ce que tu as un pronostic? Alors, pronostic et on va rajouter peut-être les buteurs. Alors, si tu peux, Pascal, vas-y, tu as des buteurs? Openda, Sotoka. Voilà. Et côté lillois? C'était le cas. Doublé de Bayo? Doublé de Bayo? David et David. David et David. Christophe C, ton pronostic, tes buteurs? Un partout et but de José Fonte. D'accord. Et Alence? M'en fous. T'en fous? Non. Julien DDDP, ton pronostic pour dimanche? 3-1 pour Lille, doublé de Cabella et but de Bayo à la dernière minute. Christophe D, est-ce que tu as un pronostic pour dimanche soir? J'ai affaire à des drogués, donc je vais continuer. Non, mais je vais dire un truc, c'est que la loi des séries, j'y crois. Donc, admettons qu'on gagne, qu'on garde la série, parce que un truc qui m'a fait marrer sur le site du LOSC. Le LOSC, comme le Real de Madrid, est la seule équipe en Europe à avoir marqué un but à chaque match et à encaisser un but à chaque match. Ouais. Sérieux. On n'a plus que ça à trouver. Donc, vu qu'on est aussi fort que le Real de Madrid, et tous vos pronostics le confirment, hein, on va tirer des buts de chaque côté. Donc, je vais dire 2-1 pour Lille. J'y crois pas des masses, mais j'y crois à l'éveiller par des espoirs. Et par fin de série, 2-1. Et les buteurs, moi j'aimerais bien Kounas remarque parce que c'est un bon joueur, il faut qu'il. Et Angel. Et pour Lens, je sais pas, Lecca ou je sais pas qui. Lecca. Le prononce bien, il faut pas déconner avec ça, sinon je rappelle Julien Palmieri et tu vas voir, ça va mal se passer pour toi. On va t'envoyer Cahuzac, tu vas moins rigoler. Jérôme. Moi, j'imagine un but de Tony Vérel, moi. Alors, on a Patrice Marlon qui a pris les affirmations de la com du LOSC au Quai d'Alette, c'est-à-dire qu'il prend le LOSC pour le Real de Madrid, qui pronostique un quadruplé de Fonte. Pour un score de 2-2. Pour un score de 2-2. J'ai pas voulu le souligner. C'est ça qui est drôle. Remarque, ça peut arriver. Ça peut arriver. Jérôme qui nous dit 3-2, donc pour Lille, j'imagine. Life 1-0. On a Fabien 2 pour le LOSC et 0 pour le club aux couleurs criardes. Moi, je ne vous donnerai pas mon pronostic parce que, si, allez, je vais me lâcher. La dernière fois, c'était pour le match de Lorient, je disais il ne faut surtout pas encaisser de but. Donc, je n'ai pas été entendu. Je suis vraiment un piètre pronostiqueur. Moi, je vois un match très difficile et je vois une victoire de Lens, mais uniquement parce que je suis un très piètre pronostiqueur et parce que je crois à la série d'une victoire, une défaite et aux intuitions de Christophe D. Donc, vous en ferez ce que vous voulez de mon pronostic.
Voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non? Non. Alors, juste une chose, en fait, bien entendu, hein, je peux comprendre qu'on se réjouisse du départ de Florent Ghisolfi et qu'on peut espérer voilà, une fin de cycle à Lens avec son départ. Mais je tiens à vous rassurer tout de suite, on ne viendra pas chasser Sylvain Armand, on préfère vous le laisser en faire. Oh merde. Tu as tort, il fait très bien les barbecues, à ce qui paraît. Voilà. C'est vrai. Et je trouve que ça pourrait être sympa pour justement animer un peu la Gaillette, parce qu'on nous a dit que c'était un endroit où on s'ennuyait un peu. C'est vrai. Écoute, maintenant. Voilà, il est temps de terminer cette émission. Donc, merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir, à tous ceux qui ont commenté sur le Facebook de la page du bistrot d'Aléolosque. Merci aux piliers du bistrot présent ce soir. Donc, Christophe C, merci. Merci François, merci les amis. Merci Julien des Dogs de Paris. Merci, à dimanche au stade. Merci Christophe D. Merci à terre toutes et tous et bon match. Merci Pascal pour ton Salut, portrait, merci pour votre accueil et puis à dimanche au stade. Voilà, Merci, et puis Pascal. on te souhaite un bon week-end, mais pas tant que ça. En tout cas, jusque dimanche 20h. Après, on espère que ça se passera plutôt mal. Et on va conclure l'émission comme on le fait à chaque fois. Pascal, tu n'es pas obligé de le faire avec nous. Mais à tous, on vous souhaite un excellent week-end et on vous dit allez Allez le LOSC. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.